À l'entame de mes propos, permettez-moi de remercier le comité d'organisation de nous avoir associés au 30e congrès de la Société tunisienne de pathologie infectieuse et au premier congrès francophone d'infectiologie et de microbiologie. Ma présentation portera sur les difficultés de la prise en charge des hépatites virales en Afrique de l'Ouest. Les hépatites virales représentent un véritable problème de santé publique et notre présentation fera un focus sur les hépatites B et C qui représentent la première cause de cancer du foie en Afrique, comme nous pouvons le constater sur cette figure. En effet, en Afrique de l'Ouest, 45% des cancers du foie sont dus aux hépatites virales et 11% à l'hépatite C. Sur le plan mondial, le nombre de personnes porteurs chroniques de l'hépatite B ont été estimés à 296 millions en 2010 avec 820 000 décès. Et l'Afrique est le second continent le plus touché. Et si on regarde la prévalence en fonction des différentes régions, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, nous avons une prévalence plus élevée. 8,3% et chez les enfants de moins de 5 ans, 3%. Donc, ce qui représente une prévalence 2 fois supérieure à la prévalence notée au niveau mondial. En ce qui concerne l'hépatite C, nous sommes à 58 millions de personnes donc, touchées par cette affection avec 290 000 décès. Et l'Afrique est le 4e continent, le 5e continent, autant pour moi, à être le plus atteint. Si on fait focus sur l'Afrique de l'Ouest, en Afrique, globalement, on a 60 millions de porteurs chroniques d'antigènes HPS. Le nombre de décès, on est à 65 000 cas de décès par an, avec en Afrique subsaharienne, vraiment le VIHB, qui est responsable de 44% des cirrhoses et de 47% des carcinomes hépatocellulaires. Et comme nous pouvons le remarquer sur cette carte de l'Afrique, tous les pays, la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest sont des pays à forte endémicité, avec une prévalence de l'hépatite B variant entre 8 et 20%. Et cette prévalence également est élevée chez les personnes vivant avec le VIH. Cette étude ayant fait le point sur 49 études dans 16 pays, dont les pays d'Afrique de l'Ouest, où on retrouve globalement une prévalence de 7,8% avec une disparité en fonction des différentes régions. En Afrique de l'Ouest, on est à 11,5%, alors qu'en Afrique du Sud, on est à 5,4% et en Afrique de l'Est, 4%, donc 2 fois supérieur. Qu'en est-il de l'hépatite C? Une séroprévalence, cette méta-analyse qui a été publiée, cette revue systématique en Afrique de l'Ouest, donc variable, cette séroprévalence, entre 1 et 6%. Et lorsqu'on regarde sur cette carte, les pays qui ont une prévalence plus élevée, nous avons le Bénin avec le Burkina Faso d'abord, 6%, et le Bénin, 3,8%, qui sont des pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais attention, même si cette séroprévalence semble faible dans la population générale en Afrique de l'Ouest, il existe une épidémie cachée, notamment au niveau des populations à risque. Et nous avons ces 2 études qui vous sont présentées sur cette diapositive. L'une des premières études ayant inclus des usagers de drogues injectables, on se retrouve avec une séroprévalence du VHC de 23% et au Burkina Faso, chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, présence d'anticorps anti-VHC de 11%. Donc, en résumé, en Afrique de l'Ouest, nous avons une forte endémicité en ce qui concerne l'hépatite B. L'hépatite C, une séroprévalence faible dans la population générale, mais concentrée au niveau des populations à risque. En ce qui concerne la lutte contre les hépatites virales, il est important de faire le point faire un état des lieux en ce qui concerne le testing, le traitement et la prévention. Et donc, lorsqu'on regarde les couvertures, le pourcentage, par exemple, la couverture vaccinale, on est à 84%, avec un bon pourcentage en ce qui concerne
le blood safety et injection safety avec plus de 95%. Par contre, des efforts, en tout cas, doivent être renforcés en ce qui concerne la couverture vaccinale chez les enfants dans la lutte de la transmission de la mère à l'enfant pour l'hépatite B, on est à 39%, mais surtout en ce qui concerne, on sait que dans la cascade de soins, tout commence par le diagnostic, et aussi bien pour l'hépatite B, l'hépatite C, mais également le traitement. À présent, quelles sont les difficultés qui sont retrouvées en Afrique de l'Ouest en suivant toujours cette cascade de soins, le diagnostic, le traitement et la prévention? Mais avant d'aborder ces difficultés, nous allons revenir sur le fait que les hépatites virales ont été longtemps oubliées. Et il est important de le rappeler qu'il y avait une inertie au niveau international. Comme le rappellent ces deux articles, en tout cas, qui parlent de pathologie d'un killer silencieux, donc d'un tueur silencieux, d'un tueur qui est négligé, et parler des hépatites virales en Afrique, parce que pendant longtemps, la priorité a été donnée au VIH, à la tuberculose et le paludisme, comme on atteste cette publication où on regarde en ce qui concerne les financements, uniquement 4% étaient dédiés à la lutte contre l'hépatite B et l'hépatite C. Et pour les publications, on est à 9%. Et quelles sont les conséquences? Il y a également une inertie qui est notée au niveau des pays, avec un engagement politique insuffisant. Lorsqu'on regarde sur cette carte qui représente les pays de l'Afrique de l'Ouest, la plupart des programmes nationaux de lutte contre les hépatites virales existent depuis moins de 10 ans, avec certains pays même pas 2, 3 ans. Donc, il y avait vraiment un défaut de cadre institutionnel pour lutter contre les hépatites virales, mais également de défaut de ressources financières, puisqu'on l'a vu sur la diapositive précédente, seulement 3% des fonds étaient dédiés aux hépatites virales. Et la conséquence, les conséquences sont là. Lorsqu'on faisait le point en l'évolution du nombre de décès de 2000 à 2015, on peut constater que contrairement à la tuberculose, au VIH et au paludisme, on avait noté une baisse de la mortalité. Par contre, le nombre de décès avait augmenté en ce qui concerne les hépatites. C'est pour ça qu'en mai 2016, l'Assemblée mondiale de la santé s'est fixé comme objectif l'élimination des hépatites virales d'ici 2030, avec une réduction de 90% des cas d'hépatite B et C et de 65% des décès. Et ceci également a eu pour conséquence, on peut regarder toutes ces dates où des décisions importantes ont été prises, soit pour l'élaboration des plans nationaux qui ont été validés, soit la validation de tests de diagnostic rapide, la mise en œuvre également de manuels de procédure avec une journée de lutte mondiale contre les hépatites qui a été fixée au mois de juillet 2016 et plusieurs recommandations vraiment pour guider les praticiens en ce qui concerne l'hépatite B, en ce qui concerne l'hépatite C, le testing, les lignes directives pour la prévention, le traitement des hépatites virales, mais également en tout cas cet objectif d'atteindre en tout cas l'élimination de l'hépatite B. Les premières difficultés auxquelles on est confronté, c'est vraiment pour une cascade de soins, tout commence par le dépistage, d'une prise en charge. Donc, au niveau mondial, seuls 9% des personnes infectées par le VIH, soit 14 millions, sont uniquement diagnostiquées. Et en Afrique, nous avons également ces mêmes pourcentages, avec moins de 5% des personnes qui souffrent d'hépatite chronique qui connaissent leur statut. La majorité ne connaissent pas leur statut en ce qui concerne l'hépatite B, donc la conséquence, c'est un diagnostic tardif. Et quelles sont les raisons qui expliquent qu'en Afrique de l'Ouest, que nous ayons en tout cas un faible taux de personnes qui connaissent leur statut par rapport à l'hépatite B? Les occasions de dépistage sont quand même assez limitées. Essentiellement focus sur les donneurs de sang, chez les femmes enceintes, en cas de diagnostic d'infection sexuellement transmissible ou en cas de signes cliniques évocateurs. Et d'autre part, le coût des tests. Les tests ne sont pas gratuits, aussi bien pour l'antigène HPS, les autres marqueurs et l'anticorps anti-VST, donc ce qui est un facteur limitant, mais également les services de dépistage et les capacités de laboratoire sont insuffisants, donc 3 facteurs qui expliquent en tout cas que ce dépistage soit limité dans nos pays. Et pourtant, quand on regarde les recommandations, les guidelines en ce qui concerne le testing pour l'hépatite B et l'hépatite C, dans ces guidelines, ce qui est préconisé pour l'hépatite B, dès que la prévalence est supérieure
supérieur à 5%, c'est de faire un dépistage au niveau de la population générale, ce qui est le cas dans les pays d'Afrique de l'Ouest, puisque nous avons vu que la prévalence est supérieure à 8%. Il est vrai que la priorité sera donnée aux femmes enceintes, aux donneurs de sang en cas de suspicion clinique, en cas de partenaires sexuels, mais également les travailleurs de la santé. En ce qui concerne l'hépatite C, nous sommes d'accord. Il faudra faire un focus sur les groupes qui sont à risque, les consommateurs de drogues injectables, les prisonniers, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les travailleurs du sexe, les enfants, les adolescents en cas de suspicion clinique. Donc, première difficulté, vraiment le dépistage. D'autre part, nous avons les difficultés par rapport à l'évaluation initiale du stade de la maladie. Et on sait qu'avec l'inaccessibilité de la biologie, on sait qu'il est indispensable que la biologie est indispensable pour le diagnostic, pour la mise en place du traitement antirétroviral et pour le suivi virologique en cas de mise sous traitement, qu'il s'agisse des transaminases, l'évaluation de la fibrose, mais également les outils virologiques. Les coûts sont assez élevés. Il y a un nombre limité de laboratoires, notamment pour la charge virale, l'indisponibilité également pour évaluer la fibrose, le défaut de ressources humaines, mais également le coût des traitements qui sont élevés, qu'on va passer en revue. Nous avons fait une petite enquête auprès de nos collègues de la sous-région, des autres pays d'Afrique de l'Ouest. On a trouvé vraiment qu'il y avait une inaccessibilité sur le plan d'accessibilité financière. Quand on regarde l'antigène HBS, on est autour de 5 €, une moyenne pour l'antigène HBE de 5 à 7 €. Transaminase, jusqu'à présent, on est autour de 15 à 20 €. Mais par contre, pour la charge virale, on varie entre 30 et 100 €. Et pour le fibroscan, dans certains pays, ce fibroscan est indisponible, ou bien allant jusqu'à 115 €. Donc, le coût moyen au total pour un bilan initial varie entre 100 et 180 €. Donc, essentiellement en rapport avec la charge virale, mais également le fibroscan. Pour l'évaluation du degré des fibroses, nous savons que le gold standard reste la fonction biopsique hépatique, mais nous sommes confrontés à un nombre limité d'anatomopathologistes et même parfois quand des prélèvements sont effectués dans nos pays, ils sont envoyés à l'étranger avec un retard, en tout cas dans les résultats, le coût également qui est élevé. Et c'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé a préconisé l'utilisation des marqueurs sanguins non invasifs, notamment le APRI, le FIB20, qui sont beaucoup plus accessible, mais comme d'autres alternatives aujourd'hui qui, à mon sens, est valable, c'est le fibroscan. Il est vrai que ces marqueurs non invasifs ont été proposés et recommandés, mais les études montrent qu'il existe quand même des insuffisances par rapport à l'utilisation de ces marqueurs. Cette étude qui a été réalisée en Afrique subsaharienne, où ils ont eu à inclure 182 personnes mono-infectées VHB avec 24% de fibrose et 15% de cirrhose. Ils ont comparé l'après et le FIB au fibroscan. Et finalement, qu'est-ce qu'ils concluent? C'est que la spécificité des tests est de 94 à 100%. Par contre, la sensibilité était quand même mauvaise. Pour détecter les fibroses, on est à 10 à 45% et la cirrhose entre 10 et 36%. Et une autre étude, cette fois-ci réalisée au Sénégal, avec le fibroscan et les marqueurs biologiques, chez des patients mono-infectés toujours VHT qui sont faiblement réplicatifs, où ils n'ont pas retrouvé de corrélation entre l'élastométrie impulsive et le score d'APRI, mais également avec le FIB4. Donc, pour dire que ces marqueurs, ils sont plus accessibles, mais d'autre part, quand même, ils sont assez limitants pour parfois faire le diagnostic de la cirrhose et de la fibrose. Donc, le fibroscan est vraiment non invasif, mais malheureusement, l'accès est limité. Dans certains pays, il n'y a que 2 appareils ou 3 appareils où il n'y en a même pas. Et le coût, en plus, quand c'est disponible, le coût est élevé de 15 à 115 €. D'autre part, par rapport à la charge virale, nous avons vu également sur le tableau récapitulatif sur les coûts, on est à 30 à 100 € et en plus, les laboratoires sont limités, les laboratoires capables de faire le dosage des charges virales, les laboratoires parfois sont limités dans les grandes villes avec un personnel parfois qui n'est pas qualifié et un équipement qui est coûteux.
Nous sommes également confrontés au défaut des ressources humaines. Nous avons parlé tantôt des anatomopathologistes, même pour la prise en charge des hépatites chroniques, essentiellement dans certains pays réservés aux hépatologues, avec des infectiologues qui sont peu nombreux, des biologistes, des virologues. Et parfois, quand on fait des enquêtes, l'exemple, cette enquête CAP qui a été réalisée au Sénégal, où on se rend compte que parfois il y a un niveau de connaissance par rapport au personnel soignant, par rapport à la prévention, à l'efficacité du vaccin, mais même parfois par rapport au traitement de l'hépatite B. Donc, il faudrait quand même renforcer leur niveau de connaissance. Le coût élevé de ces molécules, nous avons vu que les programmes nationaux existent depuis moins de 10 ans. Dans certains pays, il y a une subvention des traitements. Finalement, on a une moyenne de 3 à 10 euros par mois, ce qui revient quand même à 36 euros à 120 euros par an, ce qui est non négligeable. Pour l'hépatite C, parfois indisponible, par exemple au Sénégal, sauf les gens qui l'achètent en privé, en Guinée, au Nigeria, au Niger. Et également, parfois, le coût, et quand c'est disponible dans certains pays, le coût est élevé, allant de 200 à 400 euros. Dernière difficulté, c'est la prévention de la transmission mère-enfant avec une couverture vaccinale qui est faible et pourtant on sait que cette vaccination à la naissance réduit le risque de transmission aux nouveau-nés. Quand on regarde cette couverture vaccinale dans les différentes régions, regardez pour l'Afrique, on est à 10% en ce qui concerne la couverture vaccinale. Et quand on regarde l'implémentation dans les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est récemment, quand on regarde l'exemple du Bénin, c'était en 2017, c'est vrai qu'au Cap-Vert et en Gambie, c'est depuis 1990-2002, mais pour la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, c'est ça fait moins de 5 ans, moins de 6 ans que cette vaccination à la naissance, en tout cas, est préconisée. En résumé, les difficultés sont assez nombreuses en ce qui concerne la prise en charge. Si on repasse sur le plan politique déjà, un cadre institutionnel qui est quand même assez récent, avec un engagement politique qui était insuffisant et à ce jour également des ressources financières qui sont limitées. En ce qui concerne le dépistage, un faible taux de dépistage, donc 5%, une offre de dépistage également qui est restreinte et les services de laboratoire qui sont limités. Le traitement, le coût élevé en ce qui concerne les bilans, nous avons vu entre 100 et 180 euros pour le bilan initial, juste pour savoir si le patient doit être traité ou pas, un accès limité au laboratoire, un défaut de ressources humaines et un coût élevé en ce qui concerne les molécules. Et la prévention, donc renforcer le dépistage chez les femmes enceintes, une faible couverture vaccinale chez les femmes, chez les enfants à la naissance et une politique de réduction des risques qu'il faudrait également améliorer. Que faut-il faire? Quelles solutions proposer pour améliorer la prise en charge des hépatites virales en Afrique de l'Ouest? Tout d'abord, il faudrait vraiment améliorer l'accès aux moyens diagnostiques, le dépistage et la prévention, en mettant en place des outils simples et efficaces. Pour le dépistage des hépatites virales, nous avons en tout cas cette étude qui refait le point sur les points of care pour le dépistage de l'antigène HBS. Et finalement, on a une très bonne sensibilité et une bonne spécificité. Pas d'équipement spécifique, avec des résultats dans moins de 20 minutes, une cible essentiellement dans les structures sanitaires, les structures associatives, les cellules médico-sociales, l'une des unités mobiles et également en milieu rural, on pourrait utiliser en tout cas ces tests diagnostiques. Et sur cette diapositive, je vous partage en tout cas l'expérience, cette étude dans le cadre de Prolifica, en Gambie, où ils ont évalué l'acceptabilité et la faisabilité d'un dépistage et d'un traitement de l'hépatite B avec un point of care antigène HBS qui a été utilisé. Déjà une donnée importante, il y avait un screening au niveau communautaire et au niveau des donneurs de sang. Ils se sont rendus compte qu'au moins de 1% des testés positifs avaient bénéficié auparavant d'un dépistage. Et finalement, quand on compare les deux stratégies au niveau communautaire, on est quand même presque à 69% de taux d'acceptation, 8% de prévalence, et un linkage of care qui est supérieur par rapport aux donneurs de sang, on est à 81%, alors que chez les donneurs de sang, on est à 41%. Il est vrai qu'au niveau communautaire, seuls 4% étaient éligibles, et chez les donneurs de sang, 9% étaient éligibles en ce qui concerne le traitement.
Pour les moyens, également les méthodes virologiques. On sait que c'est important pour le traitement, pour le pronostic. Les méthodes classiques de PCR existent, mais aujourd'hui, il y a de nouvelles méthodes qui sont disponibles avec Aptima, le GeneXpert, avec une diminution du temps d'analyse de moins de 2 heures et un rendu des résultats possibles de la charge virale aux cliniciens. D'autre part, parfois dans des zones assez éloignées où il n'y a pas de laboratoire, les DBS, donc les papiers buvards, ont été évalués et avec en tout cas une bonne sensibilité, une possibilité en tout cas à être utilisé, déjà utilisé pour le VIH, mais également possible pour être utilisé pour l'hépatite B, l'hépatite C, aussi bien dans le screening, dans l'évaluation de la charge virale, la réponse au traitement, mais également l'évaluation des échecs thérapeutiques. Et dernière chose, il faudrait impérativement intensifier la recherche dans nos pays parce qu'aujourd'hui, il y a peu de données qui sont disponibles, nécessité de mettre en place des études de cohorte. Dans la plupart des pays, nous avons des nouveaux programmes nationaux, donc c'est le lieu de mettre en place des cohortes pour vraiment répondre à des questions spécifiques à l'Afrique, notamment quel est le pourcentage de patients éligibles au traitement. On l'a vu dans la plupart des études, c'est autour de 10%. Les facteurs qui sont prédictifs de l'évolution d'une cirrhose vers un CPF, quels sont les facteurs qui sont associés à la perte de l'antigène HPS. Et on regarde ici cette étude, en tout cas, qui essayait un peu le TREAT-D, donc qui a été proposé en se basant uniquement sur un score simplifié associant les ALAT et les antigènes HPE pour mettre en place un traitement en ne faisant pas appel à la degré de fibrose et à la charge virale. Mais on sait que ce score présente des limites. Si on regarde bien cette étude qui a un peu évalué le ISEL 2017, les recommandations de l'OMS 2015 et le TREAT-D, et on regarde finalement, quand on prend l'ISOL, c'est 25 qui devaient être mis sous traitement, donc ce qui est 2 fois presque supérieur quand on prend les recommandations de l'OMS avec 15 patients, mais parfois, quand on prend, en se basant uniquement sur les ALAT et l'antigène HPE, quand même, on se retrouve avec beaucoup plus de patients à mettre sous traitement, 45. Donc, il faudrait vraiment mettre en place des scores pour pouvoir mettre en tout cas, traiter les patients correctement, précocement, avec des indications qui se justifient. Je vous présente sur cette dernière diapositive avant la conclusion. C'est une cohorte de patients mono-infectés VHB et VIH mise en place au niveau du Sénégal grâce au service des maladies infectieuses, grâce à la collaboration avec l'Université de Berne et financée par le Fonds national suisse, où aujourd'hui on a mis en place cette cohorte qui se fixe pour objectif d'évaluer l'éligibilité au traitement antirétroviral, de déterminer l'incidence du CHC, quels sont les facteurs qui sont associés, les déterminants histopathologiques intrahépatiques et les marqueurs périphériques de cccDNA, mais également l'évolution de la cure entre les patients ayant perdu l'antigène HPS et les autres patients. Et aujourd'hui, on a presque terminé les inclusions avec comme objectif 500 patients mono-infectés VHB et 300 patients co-infectés VIH et VHB. Et nous aurons d'autres cohortes qui nous permettront de faire des comparaisons, une cohorte suisse et une cohorte zambienne. En conclusion, nous avons pu le remarquer que les difficultés sont assez nombreuses au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau des différentes étapes de la cascade de soins. Il faudrait impérativement un engagement politique, une mobilisation mondiale pour le financement de ces programmes, renforcer le dépistage, rendre disponibles les traitements, renforcer les politiques de prévention, mais surtout promouvoir en tout cas la recherche scientifique pour mettre à jour les recommandations de mise sous traitement, de dépistage, mais également de diagnostic. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr Fortes, pour cette excellente présentation qui était très intéressante. C'est une auto-analyse critique, c'est une évaluation et état des lieux de la situation, et c'est très important de faire ce type d'analyse pour pouvoir avancer, pour pouvoir apporter des solutions nationales ou internationales ou régionales. D'accord. Donc, en résumé, vous nous avez dit que vous aviez des problèmes au niveau de la prévention, du diagnostic et du traitement.
Dans les faits, d'abord, est-ce qu'on a une connexion avec Dr Fortes? Nous allons vérifier la connexion juste avant de reprendre les questions et la discussion. Oui, c'est bon, je suis connectée. Vous m'entendez? Oui, donc très bien, on vous entend très bien. On vous remercie énormément pour cette excellente présentation. C'est très intéressant de comparer justement nos différentes expériences européennes, tunisiennes, de l'Afrique de l'Ouest. Nous voyons qu'il y a certaines différences, malheureusement parfois liées aux moyens économiques. Donc il y a toujours ce facteur qui est là, mais il y a toujours la volonté du personnel médical. Et nous voyons que vous avez une grande volonté pour améliorer les choses dans votre pays, dans votre région carrément. Et justement, je voulais savoir qu'à côté de ces recommandations OMS, est-ce que vous avez des plans nationaux pour l'hépatite B, l'hépatite C dans les différents pays, et depuis quand vous avez ces plans? Et concernant la vaccination, notamment contre l'hépatite B, depuis quand a-t-elle démarré pour que l'on puisse espérer une amélioration, par exemple, de la situation de l'hépatite B dans cette région? Merci pour ces différentes questions. Par rapport à la première question concernant en tout cas l'hépatite B, c'est vrai qu'il y a des recommandations. Dans la plupart des pays, en tout cas je peux parler du Sénégal, les recommandations sont essentiellement calées sur les recommandations de l'OMS. Et si vous avez regardé sur la présentation, la plupart des pays, les programmes nationaux quand même existent depuis 2019, en Afrique de l'Ouest 2019, 2018. Donc, je ne saurais répondre, est-ce que dans les autres pays, ils ont des plans nationaux? En tout cas, ce qui concerne le Sénégal, oui, on a un plan national de lutte contre les hépatites B. Et par rapport à la vaccination, en ce qui concerne donc la vaccination chez les enfants, ça existe dans le programme national de lutte, dans le programme élargi de vaccination. Donc ça, c'était de mise depuis plusieurs années. Sauf erreur de ma part, ça doit être depuis 2005 qu'on a introduit ce vaccin-là. Mais ce n'est qu'en 2016 que la vaccination à la naissance donc, a été adoptée au Sénégal et de rigueur au Sénégal. Donc depuis 2005 pour la vaccination dans le cadre du programme élargi de vaccination et depuis 2016 pour la vaccination à la naissance. Très bien. En fait, on sait très bien en Afrique que le programme de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH existait depuis longtemps. Alors, par rapport au dépistage du VIH depuis quelque temps, est-ce qu'il n'y a pas eu d'impact sur le dépistage du virus de l'hépatite B et par la suite dans la prise en charge? Est-ce qu'on n'a pas constaté? Oui, je pense que ça, c'est vraiment, on va dire, l'inégalité parfois par rapport à la gestion des problèmes de santé. Par exemple, pour le VIH, pour les patients qui sont dépistés VIH, le dépistage de l'hépatite B est un dépistage qui est gratuit. Mais en dehors de cela, pour les autres patients, si je prends juste l'exemple du Sénégal, le Sénégal, on a une prévalence du VIH de 0,5%. Donc, toutes les personnes qui sont dépistées, qui sont en tout cas qui sont infectées par le VIH, dans les recommandations, on est censé faire un dépistage par l'hépatite B. En principe, ce dépistage est gratuit. Mais c'est 0,5%, c'est rien comparé aux 11% des Sénégalais qui sont infectés par l'hépatite B. Et ces 11% qui sont concernés par l'infection par l'hépatite B, la prévalence du VIH étant très faible, le reste de la population n'aura pas l'occasion de dépister son hépatite B, sauf s'il est donneur de sang, sauf s'il a une infection sexuellement transmissible, ou bien il a déjà des signes cliniques évocateurs. Donc, on voit que les patients mono-infectés auront en tout cas peu d'occasions parfois d'être dépistés. Et même si l'occasion se présente en dehors des donneurs de sang, ce dépistage-là sera payant. Alors que pour les patients VIH, c'est un dépistage qui est gratuit, mais la prévalence du VIH est de 0,5%. Ça y est, j'ai le micro. Oui, bonjour, je suis Dominique Salmon de Paris. Concernant la vaccination à la naissance, vous l'avez mis en place au Sénégal, je pense que c'est gratuit. Oui. Ça, je pense que c'est
ça doit être une des actions les plus efficaces, puisqu'à Taïwan, c'est ça qui a permis d'éradiquer l'hépatite B. Mais ce n'est pas facile finalement, hein. Comment vous la mettez en place alors qu'il y a des femmes qui accouchent quelquefois en dehors de maternité? Et qu'est-ce que ça serait vos recommandations pour pouvoir l'étendre de façon plus importante dans les pays de l'Ouest africain? Vous avez montré que c'était à 39% seulement cette vaccination néonatale. Merci. Oui, c'est vrai que cette vaccination, elle est assez récente. Au Sénégal, c'est en 2016. Dans d'autres pays, c'est en 2017, 2018. Je pense qu'on a parfois joué entre ceux qui accouchent dans les structures hospitalières ou dans les centres de santé, parce que le programme élargi de vaccination est quand même assez bien implanté dans les structures sanitaires. Donc, il n'y a pas de problème, parce qu'en plus de ce vaccin contre l'hépatite C, il y a contre l'hépatite B, autant pour moi, il y a d'autres vaccins qui sont prévus, notamment le vaccin le polio 0, donc qui est administré également à la naissance. Donc, dans les structures sanitaires, dans les centres de santé, il y a un programme élargi de vaccination, donc il n'y a pas de problème. Avant même que la femme enceinte ne sorte de la structure, la femme qui a accouché, la parturiente, ne sorte du centre de santé, elle est envoyée au niveau du service de vaccination pour recevoir le polio 0, pour recevoir le vaccin contre l'hépatite B et éventuellement le BCG. Par contre, pour les femmes qui accouchent à domicile, ça quand même, ça demeure un problème. Et c'est pour ça que pour ces femmes-là, c'est vraiment réduire le pourcentage de femmes qui accouchent à domicile. Je ne sais pas, au Sénégal, on est à combien de pourcents? Il est vrai quand même qu'au cours de ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été effectués dans ce sens-là, avec la mise en place des postes de santé, des cases de santé dans les points les plus éloignés. La transmission mère-enfant est très importante. Est-ce que ça reste le facteur de risque le plus important de transmission de l'hépatite? Bien sûr, il faut agir sur les facteurs de risque les plus importants pour pouvoir éliminer ou éradiquer une maladie. Ça reste le facteur de risque le plus important de transmission d'hépatite B. Ça reste, oui. Donc, c'est vraiment là qu'il faudrait agir en priorité. Et concernant l'hépatite C, selon votre évaluation, quelles seraient les circonstances de contamination les plus importantes en Afrique de l'Ouest? Oui, en Afrique de l'Ouest, je pense que je l'ai montré sur une diapositive par rapport, c'est finalement l'hépatite C, la séroprévalence, elle est faible. Si je prends l'exemple du Sénégal, on est à 1%, alors que pour l'hépatite B, on est à 11%. Et les études montrent que finalement, ce sont les professions à risque, les populations à risque, autant pour moi, les populations à risque. On a vu l'étude au niveau du Burkina et également au niveau du Sénégal. Au niveau du Sénégal, on s'est rendu compte dans une étude de séroprévalence hépatite B, hépatite C chez les usagers de drogues injectables et également VIH. On s'est retrouvé avec une prévalence du VIH qui était de 10% chez les injecteurs de drogue, mais également de l'hépatite C avec des anticorps, une présence d'anticorps anti-VIH-C de 23%. Donc, c'est, je dirais, essentiellement au niveau des populations à risque, et donc notamment les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui ont une prévalence très élevée. Je vous disais tantôt au Sénégal, la prévalence du VIH, on est à 0,5%, alors que chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, on est à une prévalence de 23%. Et c'est la même tendance donc, qui est notée pour l'hépatite B, même tendance pour l'hépatite C. Donc, pour l'hépatite C, c'est vraiment les populations à risque. Et il faudrait, malheureusement, parfois, dans nos pays, ces populations-là, il y a toujours un problème en ce qui concerne la stigmatisation, en ce qui concerne la discrimination, et également c'est puni par la loi si je pense aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Donc, ce qui va constituer quand même une difficulté par rapport à la prise en charge. Et également, il y a une étude qui a été faite également chez les prisonniers, chez les incarcérés. Donc, on retrouvait également une prévalence élevée de l'hépatite C chez cette population-là.